Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue sur Polynésie la première. Voici les titres de votre journal. Les commerçants de Taravao retrouvent le sourire avec une activité qui reprend doucement mais sûrement. Vous allez le voir dans quelques instants. Tahiti Nui Travel, leader incontesté du voyage dans les îles, a été mis en liquidation judiciaire. Les 140 employés de l'entreprise ne comprennent pas et espèrent un potentiel repreneur. Et les conséquences sont énormes tant pour l'image du tourisme polynésien à l'international que pour les professionnels locaux. Avec nous pour en parler, Hiro Kelly, représentant des petites entreprises du tourisme de Moorea. Bonsoir. Également impacté par la crise économique du sport, après plus d'un mois d'arrêt complet, les salles de gym et de crossfit tirent la sonnette d'alarme. Elles espèrent réouvrir le plus tôt possible. Enfin, pour terminer, focus sur la rentrée très spéciale à l'Université de la Polynésie, avec uniquement les étudiants préparant leurs examens cette année. Mais d'abord, toujours 60 cas de Covid-19 en Polynésie pour 2965 personnes dépistées depuis le 1er mars. Seulement 4 patients sont en observation à ce jour et toujours un malade est hospitalisé au CHT du Taoné. Des chiffres encourageants qui favorisent évidemment la reprise des affaires. Vous l'avez vu avec l'ouverture des commerces et de certaines administrations. L'une de nos équipes s'est d'ailleurs rendue à Taravao où la population de la presqu'île s'affaire à se faire plaisir ou à régler les factures cumulées durant le confinement. Caroline Fari, Laïte Mauri et Jérôme Lee. Il paraît que la liberté donne des ailes. Pourtant, le premier réflexe après le confinement, payer sa facture coûte que coûte. À l'office des postes, on attend sous le soleil, alors on s'organise. Ça fait longtemps. Alors, on est venu avec madame, alors on s'est partagé le travail. Elle fait la queue là-bas pour le DT, hein, parce qu'il y a une facture à payer aussi. Et moi, je fais la queue ici à la poste. Je vais payer ma facture. Ça fait longtemps que tu attends ? Oui. La file, elle était carrément là-bas derrière. Et il fait très chaud. Port du masque obligatoire dans les magasins, la reprise n'empêche pas les précautions sanitaires. La plupart des commerçants ont ouvert la semaine dernière, certains avec une clientèle frileuse. Ils sont très timides, donc ils hésitent, ils réfléchissent beaucoup avant d'acheter. Et c'est compréhensif. Hein. Mais ce n'était pas le cas avant le confinement? Ils achetaient plus facilement? Oui, ils achetaient plus facilement. D'autres ont plus de chance avec les jeunes consommateurs. On a eu du monde, oui. Ils attendaient que ça, je pense. Et ils achètent quoi? Un peu de tout, plus le textile. Enfin, après, on est plus spécialisé dans le textile. Après le confinement, rien de tel qu'un bon mât au snack. Les employés sont heureux de reprendre une activité qui marche toujours. Aujourd'hui commence vers, après la plaque, client m'a dit c'est Pierre, bravo. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas venu manger. J'aime énormément mon travail, ça me plaît, l'endroit est très convivial et je vois beaucoup de monde et voilà, la plupart des gens je connais. Doucement mais sûrement, la population de Taravao se réapproprie son quotidien en espérant une rapide reprise économique. Et si la fièvre acheteuse permet aux commerçants de retrouver un peu le sourire, c'est encore loin d'être le cas dans le secteur du tourisme, avec 60% de baisse de la fréquentation et l'arrêt total des vols internationaux et domestiques. Tahiti Nui Travel a fait son dépôt de bilan vendredi dernier devant le tribunal du commerce. C'est une information de nos confrères de la Dépêche de Tahiti. Souvenez-vous, l'entreprise a été rachetée en 2016 par le groupe Salmon Gray à Franck Faletta. La société a donc 3 possibilités, soit le placement au redressement judiciaire, la disparition pure et simple de la compagnie, ou alors, en tout cas, c'est ce que souhaitent les 140 salariés, qu'un acheteur veuille bien reprendre l'entreprise qui, depuis 1965, fait la promotion de la Polynésie auprès des tours opérateurs à l'étranger. Et vous imaginez bien que la mise en faillite de ce qu'on pourrait appeler le poumon du tourisme polynésien a des conséquences pour des prestataires, des familles polynésiennes. Hiro Kelly, merci d'être avec nous ce soir. Vous représentez les petits professionnels du tourisme de Moorea. Le groupe Salmon Gray aurait, semble-t-il, réussi à assainir les finances de la société ces 2 dernières années. Vous comprenez cette mise en liquidation judiciaire? Alors, on est dans le secteur des grands professionnels, des grandes entreprises. Il y a effectivement une surprise parce que l'année 2019 et 2019 a été une très bonne année pour Tahiti Nui Travel. Donc, ce n'est pas 2 mois de confinement, des difficultés qu'on vit dans le monde, on est un peu surpris. Bon. Mais je pense que le sujet important à mettre en avant ce soir, c'est
d'abord, quelles sont les mesures du gouvernement. En tout cas, je veux dire que beaucoup de grandes entreprises dans le tourisme, des pionniers du tourisme, sont complètement en phase avec les déclarations de Nui Haoloré quand il dit qu'il faut un geste fort du gouvernement, étant donné que notre pays n'est pas endetté, on a un PIB de 16 à 17%, ce qui est très bon pour nous. Donc ça veut dire qu'on a des réserves. Donc si le pays doit mettre de l'argent, c'est urgent qu'elle mette dans l'économie du tourisme. Il y aurait, d'après ce que Nui Hao déclare, 60 milliards, 90 milliards disponibles. Elle doit être injectée dans le pays, dans où par exemple. Je fais un peu aussi un appel à la population. Vous savez que vous, moi, nous tous, nous voyageons, nous mettons 10 milliards par an, vous et moi, dans nos déplacements à Disneyland, aux États-Unis, en France, Europe. Hirokele, quelles seront les conséquences directes pour vous, pour les professionnels du tourisme, si l'entreprise justement Tahiti Nui Travel disparaissait? Tahiti Nui Travel, d'abord, il ne faut pas que ça disparaisse. C'est là où je viens au sujet où une reprise, ou en tout cas, il faut qu'on injecte. On ne peut pas laisser Tahiti Nui comme ça. On ne peut pas. Hein, c'est la plus grande agence de voyage. Il y a plus de 200 employés. Vous imaginez. Hein, mais je veux revenir sur l'importance. Une réputation internationale. Hein, cela vous inquiète? Absolument. Quand les agences où ils entendent parler de Tahiti Nui en liquidation, c'est urgent. Mais je veux accentuer que les 10 milliards que nous mettons dans les pays, il faut qu'on l'injecte dans le pays. Soyons tourisme chez nous. C'est ce que j'aimerais dire. 10 milliards injectés chez nous. Donc ça veut dire que si le gouvernement il injecte de l'argent dans Air Tahiti pour faire baisser les billets, ces 10 milliards finalement ils restent dans le pays pour relever notre économie. C'est urgent que le pays mette son énergie, les agents que nous avons, 60 milliards, que notre député l'annonce, il faut qu'il injecte dans le pays. La clé est en nous. Merci beaucoup. C'est comme ça qu'on va s'en sortir. On espère en tout cas que la situation va s'améliorer. Eux aussi sont en crise alors que les restaurants et commerces ont été autorisés à rouvrir il y a près de 2 semaines. Les gérants des salles de sport, ils sont une vingtaine, sont à bout avec eux aussi des loyers et des salariés à payer. Réunis autour d'un collectif, ils interpellent le pays en espérant qu'il annoncera demain le réouverture afin de ne pas ajouter à la crise sanitaire une crise économique. Stéphane Ratino, Patita Savea. Ils continuent à entretenir leurs salles, à astiquer le matériel pour des jours meilleurs, mais le silence assourdissant dans ces lieux naturellement pleins de vie pèse tout autant sur le moral que sur les comptes des gérants. 2 mois de fermeture et pour l'instant, aucune lumière à l'horizon. C'est dire que la prise de parole publique demain des autorités est attendue, car ces professionnels ont vu d'autres lieux ouvrir, églises, restaurants, etc. Ils sont conscients des enjeux sanitaires, des adaptations à venir, disposés à jouer le jeu, connaissant parfaitement également l'esprit civique et d'équipe des abonnés sportifs. Je pense que dans la conscience collective, les gens ont tellement peur que demain ils vont s'autoréguler. Ils vont faire le port du masque, ils vont utiliser nos gels hydroalcooliques. Tout le monde en veut ouvrir dans le secteur du sport. Nous, on va avoir 2 ans, donc on est dans une période de lancement du business qui est très délicate. Et forcément, voilà, on n'attend qu'une chose, c'est qu'il y ait des mesures d'allègement en plus qui seront annoncées, j'espère, demain. Ces salles de sport sont aussi des acteurs de la vie économique locale. Ces jeunes entrepreneurs ont investi de l'énergie, de l'argent pour créer leur structure. Les charges sont toujours là. Les rentrées en dents de scie, l'asphyxie guette. Par exemple, avec sa salle et l'école de danse du dessus, Christian permet à plus d'une dizaine de personnes, salariés et patentés mêlés, de recevoir des revenus mensuels. Avec des collègues du secteur, il a formé un collectif. Ils ont envoyé un courrier aux autorités avec une liste de propositions. Ils espèrent demain évidemment un allègement du confinement pour recommencer à respirer. Parce qu'il ne faut pas oublier que, certes, on fait partie peut-être d'une activité de loisir, mais à côté de ça, on a des charges, on a besoin de tourner, on a besoin d'être ouvert, parce que sinon, c'est la cata aussi pour nous.
Vous avez le sentiment de ne pas être considéré comme une entreprise classique? Exactement, en fait c'est ça. On a l'impression d'être les dommages collatéraux, d'être laissés complètement à l'abandon. On est tous perdus. On attend des réponses pour demain, pour l'allocution. Reprendre, même différemment, c'est sûr, les abonnés en acceptent également l'augure, car tous ces jeunes chefs d'entreprise ont une angoisse qui les étreint, que le Covid ne les étouffe de manière définitive. Il y a urgence, disent-ils. Et demain, d'autres mesures sont attendues aussi, comme par exemple l'éventuelle reprise des vols aériens domestiques. Cela fait partie des demandes des Tavana. Le président du pays, Édouard Fritsch, et le haut-commissaire Dominique Saurin se sont entretenus ce matin par visioconférence avec les maires des archipels. Nous avons justement ce soir avec nous Sylviane Teroatea, maire de Uturoa à Rayatea. Sylviane Teroatea, vous avez demandé l'ouverture des dessertes maritimes et aériennes. Cette demande émane vraiment de la population ? Sylviane Teroatea, donc je répète encore la question. Vous avez demandé l'ouverture des dessertes maritimes et aériennes. C'est une demande qui vient vraiment de la population ? Oui, effectivement, ce matin, nous avions une audioconférence avec le président et le commissaire et nous avions émis tous nos souhaits. Nous avions demandé à ouvrir les déplacements maritimes et aériens, mais toujours avec les contrôles que nous effectuons déjà aujourd'hui et confinement collectif pour Uturoa et pour les autres confinés à la maison. Mais sinon, c'est une demande qui vient de la population ? Oui, la population souhaite vraiment le déconfinement et souhaite reprendre les activités. Souhaite reprendre puisqu'il faut relancer l'économie. Donc, nous ne pouvons pas relancer si nous allons rester entre nous. Il faut ouvrir les dessertes maritimes et aériennes, mais toujours avec les contrôles exigés, le dépistage avant de prendre l'avion et surtout le confinement arrivé sur l'île. Donc, si tout le monde respecte ce que nous avions mis en place, je pense qu'il n'y aura pas de déplacement de ce virus. Mais aujourd'hui, la desserte aérienne et maritime est toujours sous contrôle de l'État. Et nous attendons demain matin la réponse de l'État et du pays qui seront en conférence directe demain matin et nous allons tous avoir la réponse du OCR et du PR. Vous avez demandé également un arrêté pour réinstaurer le couvre-feu, notamment pour lutter contre la délinquance. C'est une réalité. Oui, nous avions demandé de réinstaurer le couvre-feu de 22h à 5h du matin. Nous attendons la réponse comme nous tous demain matin et de maintenir le dispositif pour l'alcool que nous avions aujourd'hui. C'est très bien, on continue et demain matin nous aurons une réponse en direct. Enfin, 1500 fonctionnaires d'État arrivent au mois de juillet. Vous, ainsi que d'autres maires, souhaitez prolonger les contrats de ceux qui sont déjà en poste. C'est bien ça ? Oui, effectivement. Donc, nous avions demandé quid des fonctionnaires d'État. Donc, la réponse du haut-commissaire, ils viendront, ils seront confinés et redéployés dans les îles. Donc, nous sommes sceptiques, mais le commissaire, c'est pas les Tavana qui décident, c'est le haut-commissaire avec du pays. Donc, nous attendons leur réponse pour demain matin. Merci Sylviane Teroatea. On retiendra en tout cas qu'en ce qui concerne la venue des fonctionnaires d'État en Polynésie, ni le pays ni les Tavana n'ont leur mot à dire. Merci. Et aux Marquises, à Nukuhiva particulièrement, la population est farouchement opposée à l'arrivée de ces fonctionnaires prévus ce mois de juillet. Susceptible d'introduire le Covid-19, un collectif d'habitants mené par le tatoueur Teiki Hukena a lancé la semaine dernière une pétition sur Avaz visant à protester contre cette relève de fonctionnaires. 1500 signatures ont été recueillies en l'espace d'une semaine. Parmi les pétitionnaires figurent aussi de nombreux fonctionnaires d'État. Je vous propose d'écouter Teiki Hukena au micro de Marie Curva. Sur les réseaux sociaux, il y a une haine qui est déversée aussi sur les fonctionnaires d'État et nous ne sommes pas du tout d'accord avec ça. Hein.
parce que les fonctionnaires sont là pour nous aider. Hein. Comme il y a justement des fonctionnaires sur place, ce que nous souhaitons, c'est d'éviter ce mouvement humain qui risque justement de nous apporter ce virus et de nous contaminer. On a tout fait pour que ça n'arrive pas. Donc, restons sur cette ligne, restons prudents. Voilà, c'est tout ce que nous demandons. Et l'Université de la Polynésie aussi reste sur ses gardes. Il s'agit sans doute de la rentrée la plus particulière de son histoire. L'UPF a entrouvert ses portes ce matin à quelques étudiants avec des besoins spécifiques. Mais la quasi-totalité des 3500 étudiants de l'établissement ne reviendra pas avant la prochaine rentrée universitaire le 27 août. Le reportage de Thierry Stamfleur et Mirko Van Faux dans un établissement presque vide. La signalétique de l'avant-crise a été remplacée par des inscriptions au sol et quelques points d'information. L'Université de Polynésie ouvrait à nouveau ses portes aujourd'hui avec quelques étudiants engagés par leur université pour guider leurs rares camarades présents. On leur demande qu'est-ce qu'ils viennent faire. Ensuite, à notre niveau, on vient donner des informations pour se diriger où ils doivent aller parce que ce n'est pas n'importe qui peut entrer dans l'université. Leur donner un peu de gel hydroalcoolique. Donc chaque personne qui passe y a droit. Exact. C'est ton boulot aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est mon boulot. À vrai dire, les couloirs étaient quasiment vides. Le personnel administratif est de retour sur place depuis 10 jours, mais les 3500 étudiants continuent de travailler et de passer leur examen de chez eux. Ainsi, cette salle informatique permettant de passer des examens avec une bonne connexion n'a été utilisée que par 2 personnes aujourd'hui. Quant au drive, pour rendre et emprunter des livres à la bibliothèque, il est encore peu fréquenté, mais évidemment très utile. Ça va venir petit à petit le temps que l'information passe avec tous les usagers et tout. Donc c'est essentiellement des gens qui rendent des livres, c'est ça? Ça peut être des professeurs, des étudiants ou des personnes extérieures à l'université. La vie continue, hein, donc le mois de mai et juin, c'est là où on a du temps pour lire précisément, parce que les cours sont finis, donc il faut vraiment venir à la bibliothèque, mais en organisant un système de distanciation, mais il ne faut pas arrêter, bien sûr. Alors c'est quoi en fait? Vous prenez un rendez-vous? On prend un rendez-vous et on peut emprunter des choses, il faut faire sa liste à l'avance, enfin voilà, hein, c'est compliqué, mais en même temps c'est pas impossible et c'est important. Nouvelle rassurante pour l'UPF. Lors de la première série d'examens dite de première chance, il y avait autant de candidats à distance que les années précédentes en présentiel. Compte tenu des circonstances, je pense qu'on peut dire ça, que l'année universitaire s'achève dans de bonnes conditions pour la majorité de nos étudiants. Donc on a pu mener à terme cette année en leur fournissant donc, de la documentation en ligne, en leur permettant de passer leurs examens le mieux possible, on va dire. Et vous leur donnez rendez-vous quand? Alors, nos étudiants, on leur donne rendez-vous à la rentrée universitaire, donc à la fin du mois d'août. La rentrée universitaire est prévue pour le 24 août. Et il faudra qu'on s'adapte, bien sûr, aux conditions qui devront être celles de la rentrée. On ne sait pas encore. Une rentrée théoriquement prévue le 27 août prochain, des examens qui se poursuivent pour la deuxième chance, des locaux qui resteront accessibles jusqu'à la fin du mois dans une atmosphère un peu fantomatique. Les étudiants se souviendront sans doute de cette fin d'année universitaire si particulière. Et malgré l'allègement du confinement, continuez à appliquer les gestes barrières. Lavez-vous régulièrement les mains, toussez, éternuez dans un mouchoir à usage unique et surtout respectez la distanciation sociale en dehors de votre domicile. Le port du masque est aussi fortement recommandé. Et dans un contexte plus global, force est de constater que le bilan de la pandémie est moins important dans le Pacifique insulaire. Seulement 271 cas pour 7 décès. Même nos voisins néo-zélandais ou australiens n'ont pas payé un lourd tribut. Un bilan qui s'explique surtout par des mesures rapides de fermeture des frontières. Bernard Lassos et Michel Marin. Le Covid-19 sous les projecteurs des services de santé de la communauté du Pacifique et de l'OMS. Des études statistiques qui montrent que la région reste épargnée par la pandémie. 271 cas positifs et 7 décès ont été rapportés. Guam et la Polynésie française ont été les plus touchés, alors que la Papouasie ou Fidji ont déclaré peu de cas en regard de leur population. Ce sont des pays qui ont une certaine fréquence ou qui avaient une certaine fréquence de liaison aérienne, ce qui fait qu'en prenant des mesures strictes à la frontière, on a pu peut-être éviter une propagation du virus trop importante dans le Pacifique insulaire.
Constat similaire chez nos voisins australiens ou néo-zélandais. Toute proportion gardée, l'impact du coronavirus est sans commune mesure avec les grands pays occidentaux, que ce soit en termes de malades recensés ou de mortalité. Quant aux chances de réussite du déconfinement, l'optimisme semble plutôt de mise. Aujourd'hui, on retourne un peu à la normalité, dans l'anormalité globale, au fur et à mesure qu'on a la certitude de la diminution du nombre de cas et bien sûr de l'augmentation des capacités à répondre si jamais un cas supplémentaire du virus venait à se produire. Pour ce qui est de la libre circulation, certains planchent déjà sur un retour à la normale, mais par paliers. Il y a des études en cours sur la possibilité d'ouvrir certains pays dans une espèce de bulle sans Covid pour permettre à la fois la circulation des personnes, un petit peu de tourisme, remettre en place des liaisons aériennes et donc faire fonctionner l'économie à un niveau restreint dans des pays où effectivement on aurait la certitude que le Covid serait soit éradiqué, soit totalement maîtrisé. Et pour cela, il faudra suivre l'évolution de la pandémie à travers les autres continents. Et pour l'heure, il n'existe aucun calendrier. Avant de nous quitter, cette triste nouvelle, Tenohir Ifaoua, la nièce et fervente militante de l'ancien Tavana de Mahina, Patrice Jamé, est décédée ce matin à l'âge de 36 ans, vers 9h à son domicile à Mahina, des suites d'une longue maladie. Une veillée est prévue exclusivement avec sa famille ce soir. Sa dépouille mortelle sera exposée demain au temple protestant de Mahina où aura lieu une veillée à 19h. L'inhumation aura lieu mercredi. Nous adressons aussi nos sincères condoléances à la famille. Avant de nous quitter, n'oubliez pas, en cas de symptômes de Covid-19, composez le 15 ou le numéro gratuit, le 444 789, pour vos questions ou demandes d'accompagnement. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce journal dont je vous rappelle l'information principale. Tahiti Nui Travel, leader incontesté du voyage dans les îles, a été mis en liquidation judiciaire alors que la santé financière de leur entreprise était plutôt bonne. Les 140 employés ne comprennent pas et espèrent un potentiel repreneur. Une information qui est aussi à la une de vos quotidiens de demain. La dépêche titre Tahiti Nui Travel dépose le bilan. Tahiti Info, TNT, première détonation. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci de nous rester fidèles. 5h30 vos infos radio, à suivre votre film L'arme fatale. Très belle nuit sur la première. À demain. Retrouvez notre journal en replay sur notre site internet. Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet